Est-ce que vous saviez que les champignons ont failli détruire le monde au moment de s'associer avec les plantes? Ces deux règnes associés ont tellement surconsommé les ressources disponibles qu'ils ont failli mettre fin à la vie sur Terre. Mais heureusement, les champignons sont aussi à l'origine d'un sauvetage in extremis de tous les êtres vivants de cette planète. Salut la compagnie! Vous le savez peut-être, le charbon se classe parmi les roches sédimentaires, un type de roche qui se forme grâce à tous les déchets organiques que les êtres vivants ne veulent plus. En l'occurrence, pour le charbon, aussi appelé houille, sa matière première, c'est le bois. Et pour avoir du bois, il faut des plantes terrestres suffisamment évoluées. Revenons 407 millions d'années en arrière. C'est une époque extrêmement reculée, puisque les dinosaures sont apparus 157 millions d'années après, les premiers primates 327 millions d'années plus tard, et les tireuses à bière environ 407 millions d'années plus tard. La vie émergée en est à ses premiers balbutiements. Les vertébrés sortent à peine de l'eau, et les plantes n'osent pas quitter les bords des étendues d'eau, de peur de finir comme Joe Biden. Mais surtout, les plantes ne dépassent pas les quelques mètres de haut. En fait, c'est un peu comme si les plantes avaient remplacé leur habituelle course à la lumière contre une toute nouvelle course. La course de celle qui trouvera le moyen de s'aventurer le plus loin sur les terres émergées. Et donc, elles ont inventé le bois. Non, justement pas. Leur priorité, c'était justement de puiser des nutriments dans un sol quasi stérile, mais surtout beaucoup plus sec que les bordures des étendues d'eau. Et ça tombe bien, en parallèle, un autre type d'être vivant cherchait un moyen de se procurer du sucre rapidement. Glomal et mucorale sont les noms des premiers champignons à s'être alliés aux plantes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais cette symbiose, encore aujourd'hui, porte le monde vivant à bout de bras, plus encore que les pollinisateurs et les plantes à fleurs. Les plantes ont besoin des champignons comme les champignons ont besoin des plantes. Pendant que le végétal, la puissante centrale solaire, produit du sucre à outrance, le mycète étend ses microscopiques et très longs filaments pour aller puiser les nutriments et l'eau aussi loin et profondément que possible. L'équation est simple. Le champignon achète du sucre à la plante, puisqu'il est incapable d'en produire lui-même, et le troque contre une partie de son eau et de ses nutriments qu'il est capable d'aller puiser beaucoup plus loin qu'une plante, même avec d'excellentes racines. Cette association reste un des meilleurs coups de boost que les plantes n'aient jamais connu. C'était exactement ce dont avaient besoin les plantes semi-terrestres à ce moment-là. C'est en grande partie grâce à ça que les premiers lycopodes et les premières fougères ont pu évoluer jusqu'à devenir arborescents. Quoique pour voir ces divisions de plantes s'allonger au point de devenir des arbres, il nous faut encore avancer un petit peu dans le temps, de plusieurs millions d'années. Pour ceux qui auraient perdu le fil, nous sommes à 350 millions d'années d'inventer les baskets qui font de la lumière quand on marche, ou la découverte du cuivre par l'homme. Avec des échelles de temps aussi grandes, on peut aussi dire qu'on est à 350 millions d'années de la naissance de Michel Drucker. Mais faut rien exagérer non plus. Les plantes terrestres se portent extrêmement bien, à tel point que d'importants gisements de charbon marqueront les couches géologiques de cette période, le Carbonifère. En fait, au début de cette période, les plantes viennent de développer un tout nouveau matériau encore assez rudimentaire, mais particulièrement efficace pour écraser la concurrence. Plus précisément pour se foutre sur la gueule parmi, mais la concurrence c'est bien comme terme aussi. Autrement dit, elles ont développé le bois. Ce matériau est un petit peu comme les fibres de carbone actuelles, mais pour le règne végétal, puisqu'il est à la fois très robuste, plutôt souple et pour un poids étonnamment léger. Mais ce ne sont pas les seuls avantages de cette nouvelle technologie. Le bois permet aussi de se hisser au-dessus de ses adversaires, d'améliorer la circulation de la sève, d'empêcher les pertes d'eau inutiles, de protéger ses feuilles des herbivores trop petits. En gros, c'est une véritable révolution. Ce qui s'est passé sur notre planète à cette époque devait être incroyable. Imaginez un peu ces étendues stériles et désertiques se retrouver soudain couverts de hautes forêts de fougères et de lycopodes d'un vert luxuriant. Les plantes avaient envahi le plancher des vaches, et ce en grande partie grâce à leur association avec les mycètes. Un jeu de plaques tectoniques un peu particulier et une autre raison bien plus importante ont failli condamner la vie sur notre planète. Il y a un peu moins de 350 millions d'années, la biomasse a explosé. Boum! À tel point que la composition même de l'atmosphère a commencé à se modifier brutalement. Le taux de CO2 a passé de 2200 parties pour million à 450 en un peu moins de 100 millions d'années, soit près de 5 fois moins en beaucoup trop peu de temps. La suite est simple. Chute du taux de gaz à effet de serre, diminution du carbone disponible dans l'air, modification très rapide et profonde du climat. Bref, c'est un peu comme si les végétaux, en plein âge d'or de leur civilisation, avaient abusé des ressources de leur environnement.
Ça me rappelle autre chose, mais je sais plus quoi. Mais où a bien pu passer tout ce carbone si abondant dans l'atmosphère quelques millions d'années auparavant? Les plantes sont pourtant capables de relâcher du carbone dans l'air. Eh bien, c'est ce que vous allez comprendre dans le prochain épisode. Merci d'avoir suivi celui-ci jusqu'au bout, et on se retrouve la prochaine fois. Salut tout le monde!